On a des porcs de Bayeux, porcs blancs de l'Ouest, qu'est-ce que j'ai oublié? Les chèvres des fossés, ânes, une jument, des abeilles. C'est la ferme du bonheur ici. Enquête du patrimoine. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Rubricaine Histoire Braise, Enquête du patrimoine, le podcast qui parle de celles et ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je suis Marie Mouchou et avec Florian Laouénan, nous allons aujourd'hui continuer notre série de podcasts sur les conservateurs et les directeurs de musées. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce podcast Alain-Gilles Chaussat, directeur de l'écomusée de la Bintinais. Bonjour Alain-Gilles. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier en 3 mots ? Alors, en 3 mots, souvent je dis je suis un peu un chef d'orchestre. Voilà. Donc, l'idée, c'est de coordonner les activités qu'il peut y avoir dans cet écomusée. Donc, c'est essayer de mettre en œuvre avec tout le monde des stratégies, des orientations, des enjeux et faire en sorte que tout ça fonctionne bien et d'essayer de mettre de l'huile dans les rouages. Et c'est aussi faire le lien entre les autres directions de Rennes Métropole et les élus aussi. Donc les élus donnent des orientations politiques, les directions vont les mettre en place et donc dans les équipements, on essaye aussi de participer à ce grand concert de la Rennes Métropole et on met dans nos actions sur place un petit peu de commande politique sur tel ou tel aspect ou tel sujet. Si je décris mon métier, on va dire plutôt un administrateur, vraiment un directeur, c'est parce que j'ai une particularité, c'est que je ne suis pas conservateur. Donc c'est vrai que je pense que si vous demandez à d'autres collègues, ils vont certainement plus vous parler de la conservation, des collections, de tout ce qui est autour. Alors ça veut pas dire que je m'en occupe pas, mais moi je suis historien pur sucre, on va dire, et un historien ruraliste, on va en reparler. Et ici, j'ai vraiment plus le rôle de ce chef d'orchestre, de cet administrateur, de ce directeur. Et j'ai la chance d'avoir des collègues qui ont des spécialités, conservateurs, régisseurs, muséographes et ainsi de suite, qui, eux, travaillent plus précisément dans chacun de ces domaines. Voilà. C'est un petit peu tout ça en même temps, mon travail, je pense. Bien, merci beaucoup déjà. Maintenant, est-ce que vous pouvez présenter votre parcours brièvement des études supérieures jusqu'à maintenant ? Alors, après le bac, moi, je suis parti une année en Allemagne. J'ai fait une année de découverte. Et lorsque je suis revenu, donc j'ai passé mon bac en Lorraine, je me suis inscrit dans une double licence à Paris 10. Et j'ai fait une licence en histoire de l'art, archéologie et histoire. Ce qui m'a permis d'avoir vraiment la double approche, sans faire exactement les 2 parcours, parce que par exemple, on n'allait pas refaire 2 fois les langues ou les options ainsi. Donc il y avait, on va dire, il n'y avait pas 2 fois plus de travail, mais 1,75 fois voilà, le travail. Après avoir passé les licences, j'ai quitté Paris et je suis venu à Caen, à l'université de Caen, pour me spécialiser justement en histoire rurale, au pôle rural de l'université de Caen. Dans un premier temps, j'ai travaillé avec Christophe Manœuvrier. J'ai fait un master j'ai commencé par travailler sur les banalités de four et moulin et ensuite j'ai bifurqué vraiment sur les meules à main, les petites meules à main et tout ce qui est meunerie. Donc moulin un peu hydraulique, mais surtout les meules à main. Et donc après mon master 1 et 2, que j'ai fait en travaillant aussi beaucoup avec des musées, j'ai travaillé avec différentes institutions, service d'archéologie, service d'ethnologie, service des musées, ce qui m'a permis d'avoir vraiment une approche concrète, opérationnelle, alors que c'était un master recherche. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Je faisais partie du groupe Meule aussi, c'était un groupe de recherche à l'ENS. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer. Je me suis inscrit pour passer le concours de l'école doctorale et pour aller en doctorat, avoir un financement, une allocation de recherche, on dit. Donc, j'ai passé les différentes étapes et je l'ai eu. Donc, je suis parti en thèse. Sans trop savoir où est-ce que j'allais, j'avoue bien. Et là, mon sujet de thèse, c'était le sarrasin, la plante. Et donc, au bout de 8 ans, ça a duré 8 ans de thèse, voilà. J'ai rendu un manuscrit qui fait 850 pages, qui est là sur l'étagère, et qui s'intitule Les populations du massif armoricain au crible du sarrasin. Voilà, du 15e au 20e siècle, donc une approche sur la longue durée, un peu à la Fernand Braudel,
historiens comme ça de l'histoire totale et puis l'histoire de la longue durée. Voilà. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que pour tout vous dire, lorsque j'étais en master, je reviens un peu en arrière, j'ai fait la connaissance d'un assistant de conservation au musée d'Avranches, avec qui j'ai sympathisé, pardon. Et puis quelques années après, donc en 2014, il me recontacte et il me dit « Allez, on se la fait cette exposition sur le sarrasin à Avranches ». Parce qu'en fait, à Avranches, il y a la première mention de sarrasin, la plus ancienne, 1460, dans un manuscrit. Et il me dit ça parce qu'il était devenu le maire d'Avranches. Et donc, il m'a demandé de faire ce premier travail. J'en ai fait d'autres. Ensuite, il est devenu vice-président à la culture dans un syndicat mixte. Il m'a embauché pour devenir attaché patrimoine et économie en milieu rural. Voilà. Et puis ensuite, cette personne, donc David Nicolas, est devenu, donc en plus de maire d'Avranches, est devenu le président de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie à partir de 2017. Et donc, il m'a demandé de continuer à travailler avec lui dans cette institution, ce que j'ai accepté. Et j'ai soutenu ma thèse le 21 décembre 2017. Et en janvier 2018, je travaillais cette fois à plein temps à la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, comme chargé de mission dans un premier temps pour le patrimoine. Et puis j'ai fini comme responsable du service patrimoine et musée, que j'ai quitté l'année dernière, en mai 2025, après une dizaine d'années à avoir travaillé dans la baie du Mont-Saint-Michel, pour venir ici à l'écomusée de la Bintinée. Voilà, j'avais fait un petit peu le tour de mes missions, j'étais très content, on avait créé ce nouveau service qui n'existait pas à l'époque, on a obtenu le label Pays d'Art et d'Histoire. Donc j'ai pu aussi faire un dossier, là encore 370 pages très concret sur tout le patrimoine de la baie du Mont-Saint-Michel côté normand. Et puis il y avait aussi, j'avais mené à bien le 80e anniversaire de la Libération sur tout le Sud-Manche. C'était un très gros travail, on avait mis aussi plusieurs années à préparer ça. Et donc arrivé fin 2024, bon, je me suis dit, j'ai fait toutes mes missions et puis j'aimerais bien un petit peu essayer autre chose. Donc j'avais déjà annoncé que je re-signais pour 6 mois, mais que je n'irais pas plus loin parce que j'avais envie d'aller ailleurs, de faire autre chose. Et puis j'ai vu ce poste. Alors bon, forcément, étant historien ruraliste et comme je travaille déjà aussi sur la conservation des races anciennes, quand j'ai vu le poste à l'écomusée que je connaissais déjà, j'ai pas réfléchi longtemps, hein. J'ai vu tout de suite ce poste et je me suis mis à travailler, à regarder tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, les partenaires qu'il pourrait y avoir, ce que je pourrais proposer. Je me suis déjà projeté sur le poste et quand je suis arrivé, j'ai passé les différentes auditions et j'ai été retenu. Voilà un peu le parcours. Bien, merci pour ce parcours très riche et dynamique. Donc vous êtes directeur de l'écomusée de la Bintinée, mais expliquez-nous, qu'est-ce qu'un écomusée ? Alors c'est une bonne question. Il y a des définitions plus précises, très précises même, je pense, qui datent déjà des années 70-80. Ça fait, je pense que la notion d'écomusée émerge dans les années 60-70. Je vais vous donner ma définition personnelle, mais qui est proche, je pense, de la définition. Mais un écomusée, c'est la rencontre d'un territoire et d'une communauté avant tout. Alors, c'est pas le cas de tous les musées. Un musée d'art, par exemple, vous n'avez pas une communauté d'habitants qui parle d'un territoire. Vous allez me dire, c'est le cas des musées de société. D'une manière générale, un musée de société parle d'un territoire et de ses habitants. Alors oui, mais là on a aussi, souvent dans les écomusées, cette idée d'une exploitation des ressources locales et d'un travail autour de l'exploitation des ressources. Et autre élément, les écomusées sont souvent dans des sites assez symboliques de ce métier ou de cette approche du territoire et de l'exploitation de ses ressources. Je m'explique, vous avez des écomusées, par exemple de la verrerie, une ancienne verrerie. Vous avez des écomusées dans des moulins qui expliquent comment fonctionnait un moulin papetier ou un moulin à blé. Vous avez des écomusées, l'écomusée de Davio, c'est sur les marais salants, c'est dans les marais salants et on explique tout ça. Et puis vous avez des écomusées donc autour de l'agriculture, comme l'écomusée de la Bintinée. Vous avez à Marquez, vous arrivez, vous prenez un petit train. Enfin, un petit train, non, vous prenez un vrai train, en fait. C'est assez impressionnant, je vous conseille d'y aller. C'est dans les Landes. Vous prenez un ancien train au début du siècle, je crois. Je suis pas un spécialiste de la question, et vous faites un parcours de 10-15 minutes et vous arrivez dans un village reconstitué.
mais reconstituée à partir de maisons hollandaises traditionnelles qui allaient être détruites ou retirées, qu'on a remis, on a recréé ce village. Et ça existe aussi. Je crois que l'écomusée d'Alsace est aussi un village pas mal reconstitué. Il y en a beaucoup comme ça au Danemark, en Allemagne, beaucoup dans les pays de l'Est, voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous avez toujours un lieu un petit peu atypique. Vous avez aussi dans les mines des écomusées, voilà. Donc un écomusée, si je résume, c'est un lieu atypique qui représente une activité humaine en lien avec son territoire. C'est souvent l'exploitation d'une ressource, et donc soit de l'artisanat, soit de l'agriculture, voilà. Merci beaucoup pour cette clarification et votre définition personnelle. Quelle mission maintenant effectuez-vous au sein de votre poste ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rôle du directeur, c'est un petit peu un chef d'orchestre. Moi, j'ai la chance d'avoir une trentaine de collaborateurs sur ce site. C'est quand même pas rien pour un écomusée. Alors, on a des très grands musées, hein. Au musée du Louvre, je sais pas combien ils sont, voilà. Mais pour un écomusée, une trentaine de personnes, c'est vraiment c'est pratique, je vais vous dire, parce qu'il faut faire tourner 19 hectares. Et donc, mon travail aussi, surtout en ce moment, pour 2026, on s'est donné un petit temps de réflexion. Donc, c'est une année de réflexion pour penser l'écomusée de demain. Pourquoi ? Parce que cet écomusée, il va avoir l'année prochaine 40 ans. C'est son anniversaire, 87, 2027. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué en 40 ans. Et si vous allez voir l'exposition permanente dans la ferme, eh bien, l'approche de l'agriculture d'il y a 40 ans, en 87, on va dire que c'est une approche de l'agriculture qui est fondée sur une vision antérieure à 87, celle des années 70. Avant les crashs pétroliers, avant beaucoup de choses, donc on n'a pas toutes ces questions de agriculture durable, d'évolution climatique, donc tous ces éléments-là, toutes ces notions de l'agriculture d'aujourd'hui n'existent pas dans cette approche. Et puis le public n'est pas tout à fait le même aussi, notamment parce que c'est gratuit maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a fait 90 000 visiteurs en 2025, et on a un public beaucoup familial, local et familial. Et donc, on manque, notamment pour les extérieurs, d'explications pour les enfants. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on repense un petit peu cet écomusée pour ses 40 ans. Et on dit qu'il fait un peu la crise de la quarantaine, qu'on va aller un peu vers un écomusée 2.0. Donc, on organise des réunions, des ateliers, on fait venir parfois des personnes extérieures pour réfléchir un petit peu, et on se pose la question de qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, que font les autres, comment ça se passe chez les autres écomusées, finalement pourquoi on fait pas pareil que les autres, et donc tout ça va nous définir, et finalement on arrive aussi à quelle est notre spécificité par rapport aux autres musées de société ou aux autres écomusées. D'ores et déjà, il y a une chose qui est inédite chez nous, en tout cas par l'ampleur que ça a pris, c'est le travail autour des races anciennes, locales et menacées. Voilà. Ça ne se fait pas autant dans d'autres musées. Alors, il y a des conservatoires de races anciennes, il y a des zoos qui travaillent aussi de la même façon, mais sur des animaux qui ne sont pas domestiques. Mais un musée qui travaille comme ça sur autant de races anciennes, et surtout sur la conservation, la sauvegarde et la diffusion de ces races anciennes pour les conserver, pour conserver cette biodiversité, ça n'existe pas. Donc mon travail, voilà, c'est aussi de valoriser tout ça, de voir un petit peu ce qu'on fait et d'organiser les dynamiques, les orientations stratégiques, ce vers quoi on veut aller, ce qu'on veut montrer. Et derrière, il y a aussi, comme je l'ai expliqué, des enjeux. Donc là, on est en train de réfléchir un petit peu à tout ça. Puis ça va être aussi des réflexions très terre à terre, parfois, les horaires d'ouverture. Est-ce qu'elles correspondent à notre public d'aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans ? Ce qu'on appelle les OTT, les organisations de temps de travail. Est-ce que les horaires d'ouverture, c'est une chose, mais le temps de travail des salariés, une trentaine de salariés, est-ce qu'elle est optimum aujourd'hui par rapport à leur mission ou leur vie privée aussi ? Donc on retravaille tous ces aspects-là. Voilà, parfois c'est aussi comment on fait pour la déambulation. Est-ce que la gestion des flux est correcte ? Voilà. Donc c'est la programmation. C'est la programmation par rapport aux différents publics. On priorise tel public.
On va pas faire une même approche pour un public d'initiés, un public spécialisé, qu'un public, on va dire, éloigné. On accueille des personnes en situation de handicap ou des personnes qui sont parfois aussi éloignées du français. Donc, en ce moment, on écrit tous les programmes dans différentes langues. Voilà un petit peu tout ce que je peux faire avec l'équipe. Donc vous êtes historien ruraliste, ça correspond à quoi en fait? Quel est votre domaine, votre spécialité? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors en effet, je vous ai dit que j'avais fait une thèse sur le Sarrasin, mais finalement le Sarrasin c'était un prétexte à interroger les sociétés des mondes ruraux du massif armoricain sur la longue durée, voire la très longue durée, puisque je vais aller de la fin du 15e jusqu'au 20e. Alors après, c'est vrai que j'ai peut-être une spécialité dans la spécialité, c'est que je suis un peu plus orienté vers les productions végétales, agraires. Alors aujourd'hui aussi animales, mais c'est vraiment dans l'histoire rurale. L'histoire rurale n'est pas forcément de l'histoire, c'est pas forcément une approche uniquement agricole. Mais en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les systèmes d'exploitation, ce sont les façons culturales, voilà, les différentes rotations culturales, c'est le lien qu'il peut y avoir entre l'animal et le végétal dans des systèmes mixtes. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une agriculture dite mixte, c'est-à-dire que, historiquement, je parle, peut-être plus beaucoup aujourd'hui, mais on est à la fois sur de la céréaliculture et de l'élevage. Il y a une complémentarité entre les deux, ce qui donne on est dans un milieu bocagé avec un habitat dispersé. Tout ça fait que si vous reprenez la coutume de Bretagne, vous verrez, je pense notamment aux travaux d'Annie Antoine, qui était à l'université de Rennes 2, qui était ma présidente de jury. Elle explique tout ça très bien. Donc voilà, ma spécialité, c'est l'histoire rurale et plutôt le côté agricole. Très bien, merci beaucoup. Et donc, pour une personne qui n'est jamais allée à l'écomusée de la Bâtinais, est-ce qu'on peut un peu expliquer comment ça se compose, quel est le territoire? Alors tout à fait. Comme je te l'ai dit, un écomusée, c'est souvent un site un peu symbolique. Ici, vous êtes sur un écomusée de l'agriculture du Pays de Rennes, dans une ferme, une exploitation. Donc vous arrivez tout simplement alors j'allais dire une ancienne exploitation, mais en fait, vous arrivez à la fois dans une ancienne exploitation et une exploitation actuelle, puisqu'on a 200 animaux reproducteurs. On a plusieurs races en bovin, ovin, caprin, la volaille. On a des porcs de Bayeux, porcs blancs de l'Ouest, les chèvres des fossés, ânes, chevaux, enfin une jument, des abeilles. Oui, il y a vraiment tous les animaux qu'on peut trouver dans une exploitation. Donc si vous venez, vous arriverez sur un parking avec un premier bâtiment qui est un bâtiment plutôt contemporain, mais qui est un petit peu à l'écart de la ferme, qui est l'accueil, plus la première salle d'exposition, qui a été pendant longtemps une salle d'exposition temporaire et qui va devenir à partir de 2027, je vous le dis en avant-première, une salle d'exposition permanente, mais qui sera une introduction à la compréhension de l'agronomie. Donc vous allez rentrer dans une nouvelle exposition à partir de, je pense, le printemps 2027, qui va vous expliquer ce qu'est le végétal, comment la reproduction des plantes, la photosynthèse, voilà, ce qu'est l'animal, comment ça fonctionne, mais aussi les sols. Les sols en fonction de le sol dans le massif armoricain, mais c'est aussi la vie des sols. Et donc une fois qu'on aura compris ces trois éléments-là, on va voir les interactions systémiques, les interactions entre ces trois éléments qui créent des systèmes. Et donc on parle d'agrosystème, anthroposystème, voilà. Donc là on va finalement, c'est une présentation un petit peu de l'agronomie, et l'agronomie c'est la science de l'agriculture. Donc vous allez avoir, une fois que vous aurez fini cette première visite, vous sortirez dehors et vous pourrez aller visiter le parc agropastoral avec des panneaux d'explication et des parcours d'interprétation qu'on va refaire aussi. Donc là, c'est plutôt à partir de 2028, 2029. Voilà. Et là, vous avez 19 hectares pour voir tous les animaux et les cultures aussi, les cultures anciennes. Et puis, vous avez un troisième pôle, on va dire, qui est la ferme en elle-même. Donc une grande ferme à cour fermée, où il y a encore des animaux, mais dedans,
quand vous rentrez dans ce qu'on appelle la Bintinée, puisque c'est la ferme de la Bintinée, vous avez une exposition permanente qui là est une approche plutôt économique et sociale de l'agriculture. Une introduction sur l'agronomie, une découverte de l'agriculture très pratique dans le parc agropastoral, et ensuite une compréhension de la société, des enjeux et des causes et enjeux qu'il y a pu avoir et pourquoi, comment et pourquoi ça a évolué entre le 16e et aujourd'hui. Donc vous verrez, vous comprendrez un petit peu toute l'évolution de l'agriculture du pays de Rennes et d'une manière générale du Grand Ouest, avec les évolutions économiques, sociales, culturelles. Voilà un petit peu ce qu'est l'écomusée de la Bintinée. Super, et ben on a hâte de voir cette nouvelle exposition qui, à mon avis, va être super. Donc, on l'a déjà un peu évoqué, mais les écomusées, ils participent à la valorisation du patrimoine qu'on appelle patrimoine culturel immatériel ou patrimoine vivant. Et on se demandait quelle était votre définition de ce patrimoine qui est vivant, qui n'est pas forcément facile à comprendre. Alors, effectivement, dans la définition d'écomusée, vous me faites penser que j'aurais pu rajouter une chose, c'est que dans les écomusées, vous avez souvent un patrimoine matériel et immatériel. Voilà. Donc, on a un patrimoine matériel à travers les objets qui ont été utilisés. Je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant parce que ça paraît tellement évident, mais vous allez avoir tous les objets de l'agriculture, une charrue, vent, un tarare, un ancien tracteur, une faux et ainsi de suite, et tout ce qu'il peut y avoir. Costumes aussi, et même l'alimentation. Donc, vous avez des objets. Donc ça, c'est un patrimoine vraiment matériel. Et puis pour le patrimoine immatériel, vous allez avoir tout ce qui est savoir-faire, les techniques, voilà, les métiers. Alors les métiers de l'agriculture, les gestes bien sûr, mais aussi l'artisanat qui est lié à l'agriculture, le cuir, la laine, voilà, on va vous présenter tout ça. Et donc là, on est sur des connaissances, des savoir-faire, mais derrière, il y a aussi des traditions, et puis il y a des langues, les langues de Bretagne. Alors le breton et le gallo, parce qu'on essaye de valoriser les deux, même si ici on est sur une région où on parlait plutôt gallo, même tout simplement gallo. Et vous allez avoir aussi tout ce qui est chant, conte, voilà. Donc tout ça, c'est le patrimoine culturel immatériel. Et vous m'avez parlé de patrimoine vivant, et c'est là où il y a, où je vais lancer un débat, sincèrement, où il y a un peu, pour moi, une méprise. Les gens nous disent patrimoine vivant dans le sens des collections immatérielles ou du patrimoine immatériel. Sous-entendu que c'est pas simplement des objets morts, mais c'est des objets qui ont une vie, qu'on peut faire vivre et qu'on montre des gestes, et donc on parle d'un patrimoine vivant. Alors nous aussi, on a ce patrimoine vivant, puisque quand on remontre les gestes avec les objets, sauf que nous, on a aussi le patrimoine du vivant. Et c'est là la différence. Ça veut dire qu'on a du vivant à travers les végétaux et les animaux. Et toutes ces variétés anciennes qu'on conserve. Il faut bien comprendre, c'est que la mission d'un musée, c'est en premier rechercher. Alors, vous allez me dire, c'est le travail des chercheurs. Oui, mais un musée aussi. Voilà. Nous, on a un chargé de recherche ici. On travaille avec les chercheurs de l'université, de l'Institut Agro, et ainsi de suite. Donc, il y a rechercher l'information. Ensuite, il va y avoir conserver, sauvegarder, restaurer, le cas échéant. Et ce n'est que finalement, après, même si aujourd'hui on met beaucoup ça en avant, qu'on va valoriser, expliquer et sensibiliser. D'accord ? Ça, c'est vrai avec les objets. Eh bien, moi, je vous dis, on fait la même chose avec le vivant. Mais le vrai vivant, l'animal et le végétal. Alors, je vous le prouve, on fait des recherches, effectivement, pour le comprendre, historique, archéologique, de l'archéozootechnie, des choses comme ça. Et là, c'est là où il faut bien comprendre, c'est qu'on va aussi conserver, sauvegarder et restaurer. Ça veut dire comment on fait pour conserver un cochon, sauvegarder un mouton et restaurer une vache. Je vous explique. On ne conserve pas un mouton, une vache ou je ne sais quoi, mais on conserve une génétique, on conserve des races. D'accord ? Donc il est important de travailler, et on ne montre pas simplement des animaux, mais on travaille en partenariat avec des associations ou des institutions de génétique. Chaque race a, auprès de la Chambre d'agriculture, auprès d'une association, auprès d'une institution, un organisme de sélection et de gestion
de la race. Et la race est fixée dans un ouvrage, et elle évolue, hein, mais c'est un travail scientifique qui se fait. Et nous, on fait pas ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on va pas mettre n'importe quel bélier avec n'importe quelle brebis. On a obligation de tenir un livre et faut que ça soit validé par l'organisme. Donc c'est ça qu'on conserve. On conserve la génétique et on sauvegarde, et ensuite on le multiplie, on le diffuse. Donc on va conserver, sauvegarder, diffuser, on va revendre les animaux à d'autres exploitations ou d'autres parfois institutions, des écomusées ou des lieux de présentation, pour que on puisse multiplier le nombre de spécimens et sortir en dessous du seuil fatidique des races menacées. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour restaurer un cochon? Dernièrement, on a restauré un cochon. Qu'est-ce que c'est que restaurer un cochon? Vous savez restaurer un tableau, vous savez restaurer un meuble, mais ça s'appelle la retrempe. C'est quoi la retrempe? Eh bien, quand vous arrivez à un moment où la génétique, eh bien, vous avez énormément perdu. Et donc, vous allez arriver sur une consanguinité de la souche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne trouvera pas de Véra qui soit pas trop proche génétiquement de la truie. Donc, à un moment donné, on va faire ce qu'on appelle de la retrempe, c'est qu'on va aller chercher une race qui est très proche et cousine, ou souvent des races qui ont servi à créer la race en question. Et on va prendre un taureau de cette race, le faire rencontrer avec une truie alors on va dire du port de Bayeux. Je prends au hasard le port de Bayeux. Donc on va aller chercher alors je ne sais quelle autre race très proche. Donc ils vont avoir des petits et qui seront pas des ports de Bayeux, qui seront bâtards. Mais on va remettre ensuite avec du port de Bayeux, et au bout de 2-3 générations, on partira du principe qu'ils auront les caractéristiques physiques du port de Bayeux, mais il y aura eu de la génétique en plus qui vient d'une autre race. Donc ça, c'est une sorte de restauration, ça s'appelle la retrempe. Donc voilà, donc on gère les animaux aussi comme ça. Et puis ensuite, on valorise, bien entendu. Donc voilà, on a un patrimoine, pour répondre à votre question, matériel. On a un patrimoine immatériel autour des savoir-faire, des traditions, des langues, des contes, des chansons. Et on a un patrimoine vivant, mais un patrimoine plutôt du vivant, derrière l'animal, mais aussi le végétal. Et c'est pareil avec les blés paysans, les variétés de pommes anciennes ou de pommes de terre, et ainsi de suite. Et là aussi, il faut faire le même travail. Alors c'est un travail qu'on fait avec les centres de recherche en biologie de l'INRAE ou de l'Institut Agro Rennes-Angers. Et donc, pour faire toutes ces recherches, tout ce travail, il y a forcément une équipe derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus qui s'occupe du musée, des médiations, mais également des animaux? Oui, une belle et grande équipe. C'est la ferme du bonheur ici. Donc c'est vrai, il y a une très bonne ambiance et les gens sont assez contents de travailler ici parce que en fait, on est derrière le périphérique et on n'a pas l'impression d'être en ville. Et donc cette équipe, elle se compose à peu près d'une 30aine de personnes si on prend tout le monde. Alors on a des pôles et on a des métiers très différents. Donc on va avoir un pôle ressources, et dans le pôle ressources, vous allez avoir des gens qui travaillent sur tout ce qui est administratif, juridique, financier, ce qu'on appelle RH, ressources humaines. Et on a aussi dans le pôle ressources les services techniques. Et donc tous ces gens-là travaillent de manière transversale pour le bien de tout l'établissement. Donc ça, c'est le pôle ressources. Vous allez avoir un pôle des publics. Et dedans, vous allez avoir accueil, animation, médiation. Donc, c'est toute la programmation, tous les ateliers, les scolaires, la gestion des flux aussi, des publics, l'expérience visiteur, les panneaux que vous voyez, tous les petits documents. Donc, ça, c'est le pôle des publics. Vous allez avoir ensuite le pôle, un pôle un peu plus scientifique, on va dire, qui est le pôle muséographie, où là, vous allez avoir un conservateur, une muséographe, une régisseuse, un chargé de recherche et de rédaction. Donc, voilà. Et là, c'est un pôle qui travaille essentiellement sur les collections et les expositions. Mais pas que, il y a une transversalité puisqu'ils viennent aussi aider le pôle médiation sur le fond ou même la com et ainsi de suite. Tout le monde travaille en transversalité, de toute façon. Ensuite, il me manque le pôle agropastoral qui se compose de 2 équipes, animal et végétal. Donc, animal, on a des soigneurs qui s'occupent de tout ce qui est gestion des animaux.
Alors, c'est pas simplement donner à manger, changer la litière, c'est la gestion aussi des maladies, c'est aussi préparer les bêtes pour les concours. Parce on a beaucoup de concours. Voilà. L'équipe végétale du pôle agro-pastoral s'occupe de l'entretien des végétaux, mais pas que. C'est eux qui vont aussi faire sélectionner les graines pour les remettre l'année d'après, faire éventuellement travailler un petit peu sur de l'hybridation avec d'autres personnes à l'extérieur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'équipe, plus une personne en charge de com. On a aussi 2 personnes qui font le ménage. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Ça, c'est l'équipe même. Après, nos collections sont les mêmes collections. C'est la même collection que le musée de Bretagne. Donc, avec ma collègue Céline Chanas, qui s'occupe du musée de Bretagne, on se voit très, très régulièrement. Un peu les 2 faces d'une même pièce. Et donc, on a beaucoup de chance et de bénéficier aussi de l'apport de nos collègues du musée de Bretagne, voire des champs libres. Et puis derrière, on appartient tous à Rennes Métropole. Donc, on a aussi les savoir-faire et l'expertise de tout plein de gens. Il y a 6500 agents à Rennes Métropole. Donc, on a des services techniques, on a la direction des jardins et de la biodiversité, on a nos collègues qui travaillent sur le projet alimentaire territorial, et puis tous les collègues de la culture. Alors, ça peut être les archives municipales, l'opéra. On avait fait un opéra ici même, donc avec Mathieu. Toute la scène du spectacle vivant, tout ce qui est aussi conservatoire, musicien. Donc on a vraiment une chance. Alors je peux pas vous dire tout. On a des gens sur le SIG, on a des gens sur les marchés. C'est des gens qui font que les marchés, qui travaillent pour nous. Voilà. Donc on a un service juridique, on a la com. Il y a énormément de métiers tout autour et qui nous aident à avancer. Et puis après, on a tous les partenaires. Pour les partenaires, nous, on travaille avec beaucoup d'associations. Comme je l'ai dit, chaque association des races anciennes, chaque race. Alors, il y a l'association, je crois que c'est le Gémeaux pour le mouton ouessant. Il y a Oscar pour le mouton avranchin, mais qui s'occupe aussi du Cotentin et du Rossin de l'Argue. Mais on n'a que de l'avranchin ici. Et puis voilà, on va avoir... il y a une association pour la Pinois, une association pour la Froment du Léon, une association pour l'armoricaine, bref. Toutes les races ont leur association, c'est l'association des races de Bretagne, sont souvent réunies races de Bretagne. Pas toutes, parce qu'on a aussi, comme je l'ai dit, on a des oies normandes, un âne du Cotentin, les moutons avranchins. C'est pas des races bretonnes, mais c'est des races du Grand Ouest qui étaient présentes dans le pays de Rennes. Voilà. Donc on n'a pas de race de lapins bretons, mais il y en a en Normandie, sauf qu'on n'avait pas ces lapins normands en Bretagne. Donc là, on les montre pas. Voilà. Donc on a toutes ces associations, on a aussi les associations de jardins partagés, de jardinage, on a les sociétés, alors il y a les amis du musée aussi, l'écomusée du musée de Bretagne, c'est la même. On a la société d'archéologie de ceci, la société historique de cela, la société d'horticulture, la société d'agriculture. On travaille aussi avec la chambre d'agriculture, l'institut agro, l'université, les universités de Rennes 1 et 2, d'autres universités aussi, Sciences Po un petit peu également, Rennes, voilà. Je pense que j'en ai forcément oublié parce mais on travaille avec beaucoup d'associations, beaucoup d'institutions, la DRAC bien sûr, la DREAL, comme tout le monde, la région, le département, donc faut gérer tout ça. Eh ben, super intéressant tous ces partenariats, toutes ces personnes qui travaillent de près ou de loin avec le musée, c'est super intéressant. Donc je me demandais aussi, concernant le pôle plutôt public et donc le pôle médiation, est-ce que les médiateurs, médiatrices sont spécialisés dans le patrimoine naturel ou pas du tout ? Non, les médiateurs n'ont pas forcément une spécialisation sur le végétal ou l'animal, ils apprennent au fur et à mesure. Après, chaque personne a sa petite spécialité, son savoir-faire. Alors, certains sont plus orientés vers le scolaire, d'autres sont plus conteurs dans l'âme, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait la diversité entre nos 2 médiateurs. Voilà. Et les animateurs qui ont aussi leurs particularités et puis, je dirais, leur marotte. On a tous notre petit coup de cœur. Voilà, certains veulent absolument parler de la cuisine de 1866, d'autres du mouton ceci ou du symbolisme et ainsi de suite. Bien, merci beaucoup pour cette explication. Maintenant, est-ce que le site de la Bintinée est accessible aux personnes en situation de handicap moteur ou encore mental ? Et qu'est-ce que vous mettez en place pour rendre le site plus accessible ? Alors ça, c'est la question pour la gratter. C'est accessible en partie. C'est accessible en partie et on a pleinement conscience des limites.
Et justement, comme on travaille en ce moment à la refonte du parcours permanent, ça va commencer l'année prochaine et on va attendre les élections quand même parce que ça dépend des élections, mais normalement, cette refonte va durer plusieurs années et donc pendant toute l'année du mandat à venir. Donc, on a le bâtiment d'accueil et la salle ici sont totalement accessibles, il n'y a aucun souci parce qu'ils sont récents. Par contre, là où on commence à avoir des difficultés, c'est dès qu'on va à l'extérieur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des montagnes et des escaliers, ça va, mais en ce moment, surtout l'hiver, l'été ça va encore, mais l'hiver, nos chemins n'ont pas été faits pour accueillir autant de personnes, durer aussi longtemps et avoir des intempéries comme on a maintenant. Ce qui fait que on se retrouve avec des trous d'eau, des bosses. Donc, on peut y arriver, mais c'est compliqué. Donc, ça s'appelle pas quand même un terrain accessible à tous. Donc, ça va être un travail qu'on va mettre en place. Et ensuite, eh bien, la question de la ferme. C'est une ferme, certains éléments, en tout cas, les traces les plus anciennes remontent au XVIe siècle. Alors, les bâtiments sont pas du XVIe siècle, mais sont quand même, pour la plupart, du XVIII, voire, enfin, un peu 18, mais surtout 19e et début 20e siècle. Et donc, ils n'ont pas été faits pour une accessibilité pour tous. Et là, on a une partie des pentes douces, on a un petit ascenseur sur une partie, mais pas la totalité. Donc, lorsqu'on va refaire la muséo du parcours permanent à l'intérieur de la ferme, normalement, il est prévu de faire, en plus de la muséographie, 2 choses. 1, l'accessibilité, et 2, la mise en conformité par rapport aux normes environnementales, et notamment sur des vieilles maisons comme ça, c'est l'énergie et c'est l'isolation. Et donc, quels sont les événements organisés au sein de l'écomusée de la Bintinais? Si vous pouviez parler aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines, mois à l'écomusée? Alors, on a un programme événementiel toute l'année et on a, je dirais, minimum 1 à 2 grosses actions par mois. Alors, l'été, ça dépend. Voilà, l'hiver, peut-être un peu moins. Ce programme, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Donc, vous allez vous taper Écomusée de la Bintinais, vous arriverez directement dessus et puis après, agenda. Et quel que soit le moment où vous écoutez ce podcast, normalement, si tout va bien, peut-être qu'en 2047, si le podcast existe encore, ça aura changé, mais il y a le site internet et vous aurez le programme. Et le programme, un programme grand public qu'on met à jour au fur et à mesure avec une programmation à l'année qui se fait en 2 temps. Donc, premier semestre, deuxième semestre. Voilà. Et là, vous allez retrouver des événements en lien avec les sujets qu'on traite. Donc, vous allez avoir peut-être un élément sur le vivant, le sol, un autre qui peut être l'entretien du verger, un événement sur le galop ou le breton. On a des marchés des producteurs. Voilà, je vous conseille de venir parce qu'on trouve tout plein de bonnes choses à manger et à boire aussi avec modération. L'événement qui fait le plus de monde, c'est la tonte des moutons. C'est au mois de mai, c'est souvent le premier dimanche de mai, je crois. En tout cas, c'est début mai. Et quand il fait beau, on a jusqu'à 2500 personnes. Une démonstration de tonte des moutons, mais pas que. On a plein d'artisans autour de la laine, les associations qui s'occupent des moutons, qui présentent chaque race, et ainsi de suite. Et ça fonctionne vraiment bien. Puis après, vous avez les traditionnelles nuits des musées, journées du patrimoine, hein, comme partout. Voilà. Et puis, pendant les vacances, il y a toujours des ateliers. Tout simplement, avec les médiateurs. En ce moment, on est sur les petites vacances de février. Et donc, vous allez avoir un atelier qui s'appelle Manger en 1901. Et donc, là, on vous explique un petit peu ce qu'on mangeait, comment on mangeait en 1901, donc au début du XXe siècle. Et donc, ces ateliers de 30 minutes, vous allez les voir 14h30, 15h30 et 16h30. Voilà à peu près comment on fonctionne. Donc, une programmation d'événements et puis de grands événements, une programmation de plus petits ateliers, notamment les dimanches aussi. Ce qu'on veut mettre en place, pourquoi pas avec vous d'ailleurs, c'est un programme pour public initié qui serait une sorte de séminaire, où là on aura des débats, des tables rondes, des projections, pourquoi pas un film débat, avec des intervenants extérieurs, spécialistes de sujet. Et là, on s'intéresse plus à un public, ça peut être d'agriculteurs, d'étudiants en histoire, en agronomie, ou de toutes les personnes qui sont dans les associations passionnées par ces sujets.
Très bien, eh ben, merci beaucoup. Et donc, faut pas hésiter à aller à l'écomusée de la Bantinée pour aller voir tous ces événements. La petite question pour finir, c'est quel souvenir le plus mémorable gardez-vous de votre carrière à présent? Alors, du coup, de ce qu'on a compris, vous êtes récemment installé du coup en tant que directeur à l'écomusée, mais est-ce que vous avez un souvenir à l'écomusée qui vous a marqué ces derniers mois? Alors, un souvenir à l'écomusée. Alors, je vais tricher, je vais en donner plusieurs, des souvenirs. Déjà, je vais vous parler de mon ancien poste. J'aurais pu vous parler, alors si j'avais parlé de ma première vie, je vous aurais dit ma soutenance de thèse. Voilà, puisqu'on parle aussi à des étudiants en histoire. C'est un moment, ça a duré 4 heures, mais j'ai pas vu le temps passer. Sur ma carrière, quand j'étais à la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, il y aurait beaucoup de choses, mais je pense que je vais vous parler quand même du 80e anniversaire de la Libération, où j'ai organisé toute une reconstitution historique avec 300 personnes en costume, 70 véhicules, dont 2 chars et 8 avions d'époque. Et donc il y avait toute une reconstitution d'une bataille avec un artificier. Et les avions qui passaient au même moment, les explosions, et j'étais au micro, j'expliquais. Alors, et autour, on avait mis, alors ça peut paraître un peu du sensationnel pour de l'histoire, mais ça permet de faire venir les personnes, 8 à 10 000 personnes quand même. Et puis autour, on avait mis aussi des petits stands sur des ateliers un petit peu plus en lien avec... il y avait les auteurs de livres, il y avait les musées qui étaient venus, les ateliers pour les enfants sur différentes choses. Donc ça, c'est un travail qui a 3-4 ans de préparation quand même. Donc voilà. Maintenant, souvenir à l'écomusée, ça fait que 10 mois que je suis là, donc j'ai pas un souvenir en particulier, mais c'est vrai que peut-être la journée tombe dont je vous parlais, il y a énormément de monde, et je pense que c'est surtout le fait que c'est pas un souvenir, mais ce qui est important dans mon regard de nouveau directeur, si je peux être encore nouveau ou 10 mois, c'est l'appropriation des Rennais de cet établissement, l'appropriation qu'ont fait les Rennais de cet établissement. Les gens on vient pas une fois à la matinée. On vient, on revient et on revient. C'est un lieu où les gens, le week-end, le dimanche surtout, les dimanches, il fait beau, après plusieurs jours de pluie, on fait 500-600 entrées. Et donc les gens viennent ici, un peu, c'est leur lieu pour sortir un peu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Alain-Gilles Chaussat de nous avoir accordé cet entretien très riche et très intéressant, qui nous a plongé au cœur des écomusées et qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur ces écomusées qui souvent restent assez inconnus du grand public. Merci, et puis à très bientôt. L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.